Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK 243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous accueillir chez vous. Aujourd'hui, comme chaque fois, nous allons commenter l'actualité à Mbokanabiso. Et aujourd'hui, nous avons deux points que nous tenterons d'analyser pour vous. Le premier, c'est l'ultimatum qu'a lancé les États-Unis pour que l'armée rwandaise puisse quitter Goma et Bukavu. En tout cas, vous devez savoir qu'il y a une pression que nous commençons à voir un peu partout, notamment des ambassadeurs des États-Unis à Kinshasa. Il y a plusieurs signaux qui sont en train d'aller dans ce sens-là. Nous savons que Madame Bintou Keïta, représentante de l'ONU, est partie à Goma pour donner le message aux rebelles du M23 et à l'armée rwandaise, et notamment à M. Joseph Kabila, qu'ils doivent désarmer et qu'ils doivent libérer les zones sous occupation. En tout cas, ça c'est le premier point. Et en deuxième point, nous reviendrons sur le passage de M. Jean-Pierre Bemba Saolona sur Top Congo FM. En tout cas, M. Jean-Pierre Bemba a donné des informations très cruciales concernant Mbokanabiso, concernant le complot qui était en train de se jouer. Mais en tout cas, il n'y a rien de nouveau dans ce que M. Jean-Pierre Bemba a dit, puisque nous étions déjà et nous alertons depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Vous devez savoir que les services de sécurité avaient les informations et il y a plusieurs officiers qui étaient en lien et qui étaient en étroite collaboration avec John Numbi, avec Joseph Kabila, qui ont été arrêtés. C'est comme ça que vous êtes en train d'entendre ces derniers jours, on arrête soi-disant des officiers katangais, c'est du tribalisme. Non, c'est pas du tribalisme. On est en train de neutraliser ceux qui étaient dans le complot avec M. Joseph Kabila et qui sont restés fidèles à M. Joseph Kabila. Je crois que la vérité doit être rétablie concernant cela, et en tout cas, nous continuons à le dire, il faut beaucoup de vigilance parce que le réseau n'a pas été totalement démantelé. Il y a encore des poches de résistance et nous avons encore quelques personnes au sein des services de sécurité, au sein de l'armée, qui sont toujours là pour donner les informations à l'ennemi et qui travaillent pour l'ennemi. En tout cas, nous allons analyser les propos et le revirement de M. Lusakweno. Vous devez savoir que M. Willy Michiki a donné les bonnes informations sur ce que M. Jean-Pierre Bemba a dit, et beaucoup de choses de ce que M. Jean-Pierre Bemba a dit sont vraies et sont vérifiables, mais nous ne savons pas pourquoi on a tenté de manipuler et de faire croire que ce que M. Jean-Pierre Bemba avait dit était faux. En tout cas, nous allons analyser tout ça dans cette émission. Alors, avant de commencer, si vous suivez notre émission et si vous nous soutenez ou si vous nous encouragez, n'hésitez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça va permettre de référencer et de donner une bonne cotation à notre émission. Donc appuyez d'abord sur le bouton j'aime et puis nous allons vous mettre la vidéo qui indique comment faire pour vous abonner et pour nous suivre régulièrement. Bolana. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info, pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, alors ici, Tobandi directement, émission Nabiso, avec le premier point, c'est l'ultimatum que les États-Unis ont donné aux rebelles du M23 et aux soldats rwandais pour libérer les zones occupées. En tout cas, avant qu'il puisse y avoir la signature qui va intervenir entre d'ici 2 à 3 semaines aux États-Unis pour un accord de paix entre le Rwanda et la RDC. En tout cas, il y a un préalable. Il faut qu'il puisse y avoir d'abord libération des zones occupées. Sinon, il y aura des sanctions plus lourdes contre le Rwanda et contre les différentes personnalités qui incarnent cette rébellion. Alors ici,
nous allons vous lire sans plus tarder d'abord la première intervention qui est de l'ambassadeur des États-Unis ici au Congo. Donc Washington appelle au retrait des forces étrangères et insiste sur une collaboration harmonieuse des projets favorisant l'intégration économique régionale et la prospérité des économies licites. Voilà, ici nous allons directement vous lire également le deuxième point, c'est l'information qui circule dans les réseaux sociaux et nous allons partager avec vous cette information. Alors nous lisons « Message de Bintou Keïta à la coalition M23 AFC-RDF à Goma ». Je vous informe de la décision conjointe des États-Unis et de l'ONU. Les forces rwandaises RDF et les éléments du M23 AFC doivent se retirer des territoires occupés avant le 15 juin 2025. À défaut, des mesures supplémentaires seront prises à l'encontre des responsables de cette coalition. Voici en tout cas ce que nous pouvons vous dire concernant cet ultimatum. Ici, certains de nos compatriotes ont voulu savoir quel sera le sort réservé à M. Kabila et à M. Corneille Nangaa. En tout cas, vous devez savoir que le retour et le fait que M. Joseph Kabila aujourd'hui s'assume comme étant le chef réel des AFC et qui sont alliés au M23 ne doit pas aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiguïté en tout cas. Cela montre clairement que d'abord M. Kabila est de mèche avec le Rwanda, avec celui-là qu'on accuse d'être soi-disant l'assassin de son père, à savoir Mouzé Laurent Désiré Kabila. En tout cas, ils sont en alliance. Alors ici, nous vous avons dit que dans cet accord, les bénéficiaires seront la RDC et non, comme on tente de le faire croire, M. Corneille Nangaa ou M. Joseph Kabila. Donc leur calcul de se dévoiler au grand jour n'a servi à rien et nous allons peut-être vous mettre la réaction de M. Christophe Rigolo sur TV5 qui explique ce qui attend aujourd'hui Corneille Nangaa. Bolana. Long format de Simon Rodier, Corneille Nangaa, chef de l'AFC. Pensez-vous qu'il souhaite réellement la paix ou il a intérêt que cette guerre perdure parce qu'aujourd'hui il contrôle une partie de l'Est et avec ça les minerais? Ben oui, c'est-à-dire que Corneille Nangaa et l'AFC et le M23 dans cet accord entre la RDC et le Rwanda potentiel à Washington, en fait, ce seraient les grands perdants de cet accord parce que voilà, ils ne bénéficieraient pas de ce deal minier et puis ils devraient quitter des territoires qu'ils contrôlent actuellement. Donc c'est vrai que ce qui se passe à Doha, donc entre le M23 et puis le gouvernement congolais, eh ben ça bloque parce que le M23 n'a strictement aucun intérêt de faire avancer ces négociations. Donc c'est vrai que voilà, il va falloir à un moment que, et Corneille Nangaa le dit dans votre interview, qu'il y ait un interlocuteur peut-être un petit peu plus direct, puisque les négociations de Doha seront de manière assez discrète, puisque Kinshasa ne veut pas, elle avait toujours refusé ce fameux dialogue, ces négociations directes avec le M23, mais il va falloir peut-être passer la vitesse supérieure. Mais d'ailleurs, Kinshasa devrait discuter selon vous avec le Rwanda ou l'AFC M23? Avec les deux, parce que la position de l'AFC M23 depuis toutes ces négociations et même depuis les médiations africaines, c'est de ne pas se sentir concerné par les accords entre États. Et là, c'est ce qui risque peut-être de se passer à Washington, c'est-à-dire un deal entre la RDC et le Rwanda, mais quid du M23 si il n'entre pas dans l'équation. Ce qu'il faut savoir. Voilà, chers compatriotes, alors Toleki n'a deuxième point, Nabiso. Ici, vous savez qu'il y a eu des propos de monsieur Jean-Pierre Bemba qui est passé sur Top Congo et qui a donné des informations assez sensibles concernant Mboganabiso et concernant le complot qui était en train de se jouer contre la RDC.
Beaucoup ont tenté, et vous verrez vous-même, en tout cas, il a fallu plus de 2 jours et demi, 3 jours exactement, à la Senco pour pouvoir réagir. C'est parce qu'ils ont été abasourdis, ils ont été étonnés qu'on était au courant de leur manigance. Mais il n'y a rien de nouveau. Monsieur Labenchole doit arrêter de manipuler les Congolais. Aujourd'hui, les Congolais savent pour qui Monsieur Labenchole roule et pour qui le cardinal Ambongo travaille. Ce sont des travailleurs de cette opposition en exil alliés au M23 et nous connaissons qui sont leurs maîtres. Alors ici, nous allons vous remettre peut-être les propos et les paroles de Monsieur Labenchole. Vous allez écouter vous-même quand il était en train d'appeler à ce qu'il puisse y avoir un leader courageux pour renverser notre président de la République. Donc ici, il n'y a rien de nouveau. Ces gens-là sont dans le complot depuis longtemps. Ces gens-là travaillent avec nos ennemis et aujourd'hui ils doivent arrêter de faire semblant. Alors ici, nous vous mettons d'abord les propos de Labenchole, comme ça vous allez voir les contradictions avec la réponse qu'il a donnée à M. Jean-Pierre Bemba Bolanda. Si la CENI ne comprend pas la pertinence de notre insistance pour renforcer la confiance de la population, si la CENI minimise la perception de son travail dans l'opinion, on peut aller aux élections, à moins qu'il y ait vraiment des correctifs assez significatifs au niveau de l'observation. On peut aller aux élections, mais je crains que en se maintenant dans cette position-là, la CENI fasse l'élit d'un environnement fertile pour une révolution qui n'attendra qu'un leader courageux parce que le terrain serait déjà propre. Parce que le fait que beaucoup de gens ne veulent pas aller aux élections, nous allons travailler pour les convaincre parce que ce n'est pas responsable non plus. Mais si les statistiques publiées par Ebouteli se confirment que 25% seulement d'enrôlés vont voter, ce que nous ne souhaitons pas, nous allons faire une campagne pour les inviter. Voilà, chers compatriotes, vous vous souviendrez également qu'en 2018, pendant que nous étions en pleine campagne électorale, nous avons vu M. Olivier Kamitato aujourd'hui qui veut faire le saint, qui veut se prévaloir en donneur de leçons. Vous vous souviendrez qu'il avait lui-même avoué qu'ils avaient envoyé des smartphones à la Senco. Donc ici, ça prouve qu'ils ont toujours été de mèche, qu'ils ont toujours été ensemble. La vérité des urnes, et ça, nous serons extrêmement vigilants sur cette question. Finalement, pourquoi Internet? Parce que nous avons acheté près de 40 000 téléphones smartphones pour envoyer à notre centre de compilation tous les procès-verbaux, pour qu'il soit effectivement acté que nous avons acquis une grande victoire, une victoire massive pour Martin Fayulu. Alors la victoire, on verra pour l'instant, Félix Cavalès. Et je vous assure que cette mission d'observation a été accompagnée par les experts de renom qui ne sont pas des Congolais, qui ne sont pas les Occidentaux, parce qu'il y en a qui croient qu'on est sous la coupe de l'Occident, mais des Africains, même les Arabes, qui n'ont rien à faire avec notre politique. Monsieur Labbé, ou sous la coupe des 40 000 smartphones qu'aurait envoyé peut-être Moïse Katumbi, puisque ça, je pose une question, parce que vous avez parlé tout à l'heure des smartphones, ça me met immédiatement la puce à l'oreille, 40 000 téléphones qu'aurait envoyé par exemple Moïse Katumbi, pour justement votre travail d'observation. En gros, ce sont des pays européens. Katumbi n'a donné même pas $1 pour ça. Citez-nous quelques pays européens qui vous ont donné de l'argent. Les pays européens? Oui. Ben, en tête, il y a la Belgique? Comment là? Électronique? Oui, un call center. Les Pays-Bas, je crois. Voilà, chers compatriotes, alors revenons aux élections d'abord de 2018, dans lesquelles certaines personnes ont tenté de manipuler l'opinion en disant que la personne qui avait gagné ces élections, c'était M. Martin Fayulu. Alors, vous devez savoir une chose, c'est que la stratégie et la technique est toujours la même. En 2018, ils ont pris des hackers qui avaient infiltré
le réseau de la CENI et qui avait inversé les résultats. Donc, mais malheureusement, malgré qu'ils avaient fait ce processus-là et malgré qu'ils avaient tenté d'inverser les résultats, on avait pu détecter leurs manœuvres. Et c'est ça la réalité qu'aujourd'hui, beaucoup ne connaissent pas ou peu de personnes n'arrivent à comprendre. C'est qu'ils avaient tenté d'inverser les résultats et c'est ainsi qu'ils ont également essayé de faire en 2023. Mais chaque fois, ils ont lamentablement échoué et vous devez également savoir, et vous vous souviendrez, qu'en 2018 déjà, M. Martin Fayoulou avait changé plusieurs fois de langage. Tantôt il voulait aller aux élections, tantôt il voulait pas. Et au final, il avait demandé de boycotter la machine à voter. Et malheureusement, nous avons vu la même personne, après avoir travaillé avec les hackers russes, ils sont venus en nous disant qu'il avait gagné le résultat avec plus de 60%. Et pour rendre crédible leurs paroles, ils avaient utilisé la SENCO. La SENCO a toujours été leur porte-voix qui porte haut leur voix. Et donc, c'est comme ça qu'ils nous avaient sorti les résultats ubuesques de 2018 en disant qu'ils avaient gagné les élections. Voilà, on y arrive. Et certainement, vous me parlez des preuves des élections. Je vous ai dit, là-dessus, que Moïse Katumbi est omnibulé, obsédé. C'est une obsession d'être président de la République. Très bien. Mais comment est-ce qu'il a voulu le faire en 2023? Je vous avais dit, lorsque j'ai fait cette interview, qu'une opération est en train d'être montée avec des Russes, parce qu'en tant que ministre de la Défense, j'avais le réseau d'information assez poussé, pour pouvoir manipuler et entrer dans le site de la CENI, sortir des faux listings et être diffusé par une grande organisation que je n'ai pas voulu nommer, mais en fait, c'était déjà les acteurs, certains acteurs de la SENCO. Vous nous avez dit que vous alliez nous donner des preuves. Aujourd'hui, voilà. Vous les avez? La CENI, le site de la CENI. Et je vous invite ensuite à aller à la CENI et poser la question. Le jour du vote, la CENI a été attaquée. Et ça, les informaticiens, vous le comprendrez, ils le comprendront, ont été attaqués plus de 3400 fois. Attaqués plus de 3400 fois. Ça veut dire que vous aviez des interférences qui essayaient de rentrer dans le site de la CENI pour arriver maintenant à modifier les résultats des élections. Mais dès que nous avons eu l'information de cette tentative, bien sûr j'ai informé le chef de l'État et le chef de l'État a fait prendre les mesures pour protéger le site. Et c'est comme ça qu'ils n'ont pas pu pénétrer le site. J'ai bien dit 3400 fois sur la journée. Et même le lendemain, 2 jours après, les attaques continuaient. Les preuves sont là. Là-dessus. Et je vais vous dire plus que ça, sans vous citer les noms. Les preuves que cela vient de Moïse Katumbi aussi. Mais bien sûr. Bien sûr. Parce que le renseignement, moi, quand on me le donne, on le cite, nommément. Et vous avez réussi à monter sur la base des renseignements qu'on vous donne, bien sûr, à sa personne. Bien sûr. Puisque ceux à qui il a demandé, c'est ceux qui sont venus de le dire. Et qui sont ceux-là? Ça, je ne vais pas vous donner le nom. Lui-même, il le sait. Il le sait. Mais demandez si oui ou non, le site n'a pas été attaqué plus de 3400 fois. Et peut-être encore, je suis dans les chiffres, c'était le chiffre que j'ai pu obtenir au lendemain des élections, mais certainement que ça a pu encore continuer, mais c'est de cet ordre de grandeur. Alors, ici, M. Jean-Pierre Bemba n'a menti en rien du tout concernant l'argent que nous avons payé pendant 18 ans comme effort de guerre au Rwanda. 66 millions a été confirmé par M. Willy Michiki, qui a d'ailleurs confirmé que ça sortait de son ministère et c'était cet argent qu'on devait payer au Rwanda. Et donc nous avions un président qui était à la solde du Rwanda et qui obéissait au Rwanda et qui faisait tout pour le Rwanda. Et ici, chose étonnante pour les Congolais, c'est que
C'est le pays qui avait tué soi-disant son père, Oyo, Abana Kobenga Papa Nae, qui aujourd'hui, nous voyons, ils sont en alliance ensemble, et c'est le même pays auquel ils étaient toujours en train de payer cet effort de guerre que le président Félix Antoine Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, avait directement coupé. D'où vous avez vu leur colère. Ils ont essayé de venir ici au Congo avec le M23 en disant que Kabila avait déjà signé des accords en 2012 dans lesquels nous devions être dans l'armée, nous devions être à tel endroit, et ils voulaient encore plus de ceux qu'ils avaient déjà parce qu'il y avait eu déjà des brassages dans l'armée, ils étaient déjà là et ils avaient déjà infiltré notre armée, ils avaient déjà clochardisé notre armée, mais ils en voulaient plus. Et quand ils ont vu que le président Tshisekedi n'avait pas été en tout cas réactif, n'avait pas été positif à leur demande de leur donner encore plus, nous les avons vus, ils avaient repris les armes. Et donc aujourd'hui, si nous devons parler de traîtrise, c'est de M. Joseph Kabila et c'est de cette opposition qui ont accepté d'être derrière le Rwanda. Alors, nous avons vu après le passage de M. Bemba, le journaliste, nous ne savons pas pourquoi, qu'est-ce qui lui en a pris. En tout cas, nous condamnons cet acte, était revenu en disant que M. Jean-Pierre Bemba avait menti et que c'était pas vrai et que on n'avait jamais payé le Rwanda, ce qui était totalement pourtant cette information qui nous avait été donnée était une vraie information. Donc toutes ces attaques que vous voyez, la CNDP, etc., et regardez d'ailleurs lorsque Tshibanda signe ces accords honteux, c'était simplement pour permettre l'infiltration et l'intégration de forces rwandaises dans notre armée. Ça, c'était un des premiers objectifs. Deuxième objectif, c'était le pillage de notre pays. Un des ministres du gouvernement, que vous avez certainement reçu, a dit que dans les accords, 66 millions de dollars quittaient chaque mois la Banque centrale pour alimenter et être versés au Rwanda. 800 millions Non, 66 millions par mois. Fois 12, 800 millions de dollars par an. Multiplié par 18, ça vous fait près de 15 milliards de dollars. Depuis que les 18 ans. Depuis le 18 ans. Et ça, vous savez que c'est la justification du régime de Kigali. C'était pour, soi-disant, payer l'effort de guerre qui avait été mené pour chasser Mobutu en septembre. Son travail était de pouvoir livrer les carburants. Il était, lui, comme représentant de l'armée rwandaise, et un autre Congolais qui est déjà décédé malheureusement, pour gérer les carburants à la logistique, à la société. Et moi, je savais à l'époque que Kabila était rwandais, parce qu'il était tout le temps avec James Kabarebe. J'ai appris que j'apprendrais que c'était le fils de Kabila, même pas un fils adoptif, un fils biologique. Mais comme vous savez, les Congolais n'aiment pas la vérité, alors que le peuple congolais a besoin de savoir les origines des dirigeants qui nous dirigent. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un chef de l'État. Évidemment, il y a Félix Tshisekedi, il y a aussi qui on connaissait au moins les parents, on connaît les écoles où ils ont fréquenté, on connaît les terrains de foot où ils ont joué, on connaît leurs amis. Mais qui connaît aujourd'hui les collègues qui ont étudié avec Joseph Kabila? Qui connaît l'école où Kabila a étudié avant de venir au Rwanda? Vous savez que ce sont des questions. Même Mobutu aussi, je ne dis pas pour Mobutu. J'ai été aussi ministre de Mobutu. J'ai eu la chance, moi, d'être ministre de Mobutu. J'ai été aussi ministre de Kabila. Et je vous dis que chaque mois, il est payé 66 millions de dollars. Il était payé. J'étais ministre de l'énergie. Et à l'époque, on les payait dans le budget de mon ministère, couvrant notre contribution à la Sinelac. La Sinelac, en fait, c'était l'entreprise commune entre nous, d'électricité, entre la RDC, les Rwandais et les Burundais. L'argent était payé au Rwanda, comme les Rwandais disaient qu'elle donnait de l'électricité des Ruzizi, elle avait préfinancé. Mais ce préfinancement-là n'est jamais fini. Et jusqu'à l'arrivée, Félix Tshisekedi, 66 millions de dollars étaient payés. Je suis ancien ministre de l'énergie, je vous dis que ça sortait de mon ministère. Et lorsque Félix Tshisekedi a arrêté ces paiements-là indus, ça a posé un problème.
Je pense que c'est un secret de polichinelle. Ceux qui ont été à la tête de ce ministère-là pourraient témoigner. Et moi, j'avais posé la question, on m'a dit que non, c'est la contribution de la RDC à la CINELA. J'ai même organisé une mission de contrôle. J'ai même un collègue député qui est ici, honorable, il est maintenant devenu député, honorable Soumaïl. Alors, ce que j'ai dit hier, j'ai pas dit que Mbogezo qui est Rwanda te. La Lobaki, Baye Bisinga, que Mbogezo bima la banque T. BCC. C'est tout ce que j'ai dit. Mais Nalobi, jamais que Mbonge et Kendekete. Ça, c'est la grosse différence. Mais elle passait pas par le canal officiel. Ça, c'est ce que j'ai parlé des ministres des Finances, des gouverneurs, c'est tout ce qu'on m'a dit. Et Zako Kende, le vice-premier ministre l'a dit, il sait de quoi il parle. Alors, ici, parlons de la nationalité de M. Kabila, et ça, nous remettrons l'enquête que nous avons diffusée, que nous avons menée, c'est que plein de personnes, dont notamment les notables katangais, tout le monde, même M. Moïse Katumbi, tout le monde avait dit que M. Joseph Kabila n'était pas congolais. Donc, aujourd'hui, nous avons un faisceau d'indices qui prouvent que M. Kabila n'a jamais été un Congolais et qu'il est à la solde du Rwanda. En tout cas, ça, aujourd'hui, tout le monde, on avait cette information, mais personne ne voulait y croire, personne ne voulait voir la vérité qui était devant nous. Aujourd'hui, certaines personnes tentent de nous dire que c'était mieux sous M. Joseph Kabila. Moi, je leur réponds que sous M. Joseph Kabila, nous avons eu 12 millions de morts, et j'aimerais qu'ils puissent nous dire sous le président Félix Antoine Tshisekedi, combien de nos compatriotes ont été tués. En tout cas, vous devez savoir que sous Joseph Kabila, on a sacrifié nos frères. Et c'est le président Félix Tshisekedi, en accédant au pouvoir, qui a stoppé cette hémorragie dans laquelle on livrait nos frères et sœurs au Rwanda. En tout cas, aujourd'hui, nous attendons cet accord, la signature de cet accord qui doit intervenir dans les 2-3 semaines à venir et dans lequel le Rwanda est obligé de devoir signer. Comme vous avez pu le voir, vous avez pu l'entendre, ici, il y a déjà le représentant des États-Unis qui est en train d'annoncer que cet accord aura bientôt lieu, que cette signature va intervenir dans les 2-3 semaines à venir. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la RDC en général. Je suis sûr que certaines personnes sont intéressées par le processus de paix qui se déroule en ce moment. Cette semaine, nous avons des équipes techniques ici pour essayer d'atteindre la prochaine étape. Nous avons fait ces principes. Maintenant, nous avons discuté de mettre ces principes en action. Nous avons fait, je pense, autant que nous pouvons sur des téléphones, des appels de vidéos, des emails. C'est l'heure de rassembler les équipes de nouveau. Nous faisons cela en ce moment. Comme vous l'avez peut-être entendu, nous avons fait ces principes en avril. Nous avons des équipes techniques ici aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui en train de tirer pour un accord de paix en juin ou en juillet. C'est ce que les États-Unis apportent à la table. C'est un timeline extrêmement agressif, franchement une ambition. Il n'y a pas de sens à se moquer de cela. Si nous allons le faire, nous le ferons maintenant. Nous n'allons pas attendre 6 mois pour la prochaine réunion. Nous devons le faire. Et donc, oui, c'est ce que nous faisons. Et je dois noter, la raison pour laquelle nous sommes impliqués, c'est parce que les deux parties nous ont demandé d'y être. Les deux parties ont dit que peut-être on pouvait le faire. C'est pour ça qu'on est à la hauteur. Il y a beaucoup de procédés. Vous avez entendu parler du processus de Luanda et de Nairobi. Ici, M. Jean-Pierre Bemba avait dit que M. Kabila, Joseph, était un piètre président de la République qui avait échoué dans sa politique de gérer le pays. Et la chose que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que nous allons vous mettre les images vous-même. Vous allez voir aujourd'hui M. Claudel Loubaya qui est tombé dans le piège et dans la manipulation de M. Moïse Katumbi en rejoignant la rébellion avec M. Diongo. C'est qu'aujourd'hui on les a menti. Ils ont fait
un mauvais calcul, ils ont fait un mauvais pari, ils ont parié sur un mauvais cheval et les pauvres aujourd'hui, ils vont terminer en marge de la société, ils sont en exil et s'ils rentrent au pays, ils seront jugés pour traîtrise. Alors ici, nous allons vous mettre les paroles, comme vous savez vous-même, de nos opposants qui sont et qui changent selon leurs avantages, selon que ça va dans leur sens. Écoutez ce que M. Claudel Loubaya disait de M. Joseph Kabila Bolanda. Comme ça a été dit, le président Kabila incarne le mal congolais aujourd'hui. Et donc, incarnant le mal, il aurait aimé faire quoi des Congolais qui deviennent tous des mots? Non. Je crois que les Congolais ne l'ont pas suivi et il a raison. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas été clair avec les Congolais. Il ne leur a pas proposé quelque chose de concret, de précis, qui pouvait les accrocher. Et cet aveu d'échec veut aussi dire quoi? Il y a eu de sa part un refus d'intégration dans la congolité ici. Il ne s'est pas intégré. Parce que s'il s'était intégré, je crois que le Congolais l'aurait suivi. Mais il a refusé de s'intégrer, il est resté distant vis-à-vis des Congolais, il est resté méfiant vis-à-vis des Congolais. La conséquence, il la voit aujourd'hui. Je sais que les Congolais aussi se sont méfiés de lui, mais malheureusement, lui, il les méprise. C'est comme ça que quand ils veulent manifester leurs droits, quand ils veulent manifester pour revendiquer leurs droits, il envoie l'armée, il envoie la police. Il a dit la Constitution interdit à l'autorité, donne le droit à l'autorité d'interdire les marches. Il envoie l'armée et la police pour aller tuer. Et là, il commet des fautes, il commet des crimes imprescriptibles. Et c'est ce mépris, c'est cette arrogance, c'est ce cynisme enjoué qui explique justement que le Congolais se méfie de lui et que le Congolais ne puisse pas le suivre. Il a beaucoup à regretter que le Congolais ne l'ait pas suivi, mais je crois aussi que le Congolais aussi sont fiers de ne pas l'avoir suivi. Ils sont fiers de ne pas avoir été transformés par lui, parce que de toutes les façons, je ne pense pas dans le contexte actuel qu'il ait été un modèle ou qu'il ait proposé un modèle quelconque que le Congolais pouvait suivre. Voilà, chers compatriotes, alors ici, nous avons analysé avec vous les propos de M. Jean-Pierre Bemba. Nous voyons en tout cas que M. Jean-Pierre Bemba, malgré, et nous allons vous mettre les propos de M. Lusakweno qui était revenu sur ses paroles. En tout cas, ici, nous voyons que la plupart des choses qu'il a dit étaient vraies. Alors, avant de terminer notre émission, Ndengeto Sakibino, nous allons vous remettre cette enquête de tous les Congolais et de la communauté internationale qui disaient déjà que M. Joseph Kabila travaillait pour le Rwanda, que M. Joseph Kabila avait été choisi par le Rwanda. Ici, nous avons M. Papadopoulos, qui est un proche de M. Katumbi, qui explique les coups de fil qu'il avait reçus de M. James Kabarebe et qui explique également que M. Kabila avait été choisi par Paul Kagame. En tout cas, c'est des documents et des informations exclusives Bolanda. Le dernier témoignage, c'est celui de Stavros Papaioannou. À l'époque de l'assassinat, il dirige la compagnie aérienne congolaise Ewabora et à peine 2 heures après l'assassinat, il affirme s'être fait appeler par le chef d'état-major de l'armée rwandaise, le général James Kabarebe. Je reçois donc un appel d'un partenaire à moi et il me dit « je te passe quelqu'un ». Alors il m'a passé James Kabarebe. Donc moi je lui ai parlé, il m'a dit voilà, parce qu'on se connaissait, puisque en 97 quand il y a eu la guerre et tout ça, j'avais beaucoup aidé à cette époque-là la FDL pour son déplacement. Donc je le connaissais. Alors il me dit voilà, nous savons que tu as des très bons contacts avec le ministre de la Justice qui s'appelait Moïse Kongolo. Est-ce que tu peux aller lui dire que le président Kagame souhaiterait que ce soit lui le président? Et il me donne un numéro de téléphone, évidemment, qui moi me faisait peur, parce que à cette époque-là, lorsque quelqu'un était accusé de trahison, de travailler avec l'ennemi, c'était la peine capitale, on rigolait pas à ce moment-là. Bon, évidemment, j'ai eu peur. Bon, j'ai noté son numéro de téléphone puisqu'on me l'avait demandé. J'ai pris le numéro et je suis allé voir d'abord les adjoints de Moïse Kongolo qui s'appelaient Pascal Senga, un avocat, et Célestin Chibalonza. Ils étaient 2. C'était son secrétaire particulier. Je suis allé les voir, j'ai écouté.
Je n'ai pas voulu vous en parler au téléphone parce que c'est trop dangereux. Je dois parler au ministre de la Justice. Je suis allé les voir en leur présence, donc les deux devant. Donc nous étions à 4. Je vous remets un message qui vient de l'Est. Ça vient de Kagame, c'est son numéro de téléphone, je vous le remets. Je n'ai pas d'autres copies. Je n'ai pas copié ce numéro ailleurs. Donc, si vous le perdez, vous l'avez perdu parce que je n'ai pas voulu garder ce numéro. Je vous le remets, vous l'appelez et on me charge de dire qu'il souhaiterait que ce soit vous qui preniez la tête du pays, donc la présidence. Il m'a remercié, je suis parti. 1 heure après environ, bon, je suis pas très précis dans les heures. En tout cas, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, est-ce que tu as un avion pour aller chercher Joseph Kabila qui se trouve à Lubumbashi? Donc j'ai appelé l'équipage, je leur ai demandé qui était en Bujimaï, je leur ai dit, écoutez, rentrez avec cet avion-là à Lubumbashi, avec les passagers qui sont dedans, puisqu'ils ne pourront pas de toute façon rentrer sur Kinshasa. Vous rentrez sur Lubumbashi, vous déposez tous les passagers à Lubumbashi et vous allez prendre là-bas Joseph Kabila et vous allez me l'amener ici à Kinshasa. Donc c'est ainsi que l'avion est rentré vers environ 1 heure du matin. Il est rentré à Kinshasa avec Joseph Kabila. Maman Sifa, la maman de Joseph Kabila, n'est-ce pas? C'est elle qui est devenue la mère de Joseph Kabila. Comment devenue? On pourrait peut-être y arriver. Puisque ce n'est pas sa mère. Comment ça? C'est sa mère. Ah oui, Joseph Kabila, s'il dit la modernité en RDC, peut-être la modernité qu'il a amenée au Congolais, c'est il est le premier humain qui a trouvé un marché où on peut s'acheter une mère. C'est pas sa mère, tout simplement. Comment ça? C'est tout. Parce que je peux vous dire aussi que votre mère, Monsieur Mirindi, n'est pas votre mère. Effectivement, vous pouvez me le dire si vous savez que ce n'est pas ma mère. Mais moi, nous savons, moi personnellement, j'ai vu la mère de Joseph Kabila. Malheureusement, mon collègue qui gardait cette dame à Kinshasa, malheureusement, mon collègue a été massacré avec toute sa famille. Puis-je rappeler qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant ce jeune, on le manipulerait parce qu'il n'était pas, il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Et puis, lorsque la guerre commence, le 2 août, Joseph sent que sa mère est en insécurité. Et puis, brusquement, il va prendre sa mère de cet appartement, l'envoyer quelque part. On nous dira que sa maman est partie en Allemagne dans un premier temps. Et puis, plus tard, quand j'ai survécu, j'ai essayé de retrouver les traces de cette dame. On me dira que la dame se retrouverait aux États-Unis d'Amérique. Et puis, avec l'animosité contre les Tutsis, le 2 août, donc Joseph a bien pris soin de sa mère, l'a déplacée vers une destination inconnue. Donc vous voulez dire que sa mère était une Tutsi? Ah oui, en tout cas sa mère est une Tutsi. Joseph Kabila. Joseph Kabila. D'abord les Congo na yete wa kota baki na ngo. Laurent Désiré Kabila. Tout ce que je connais sur ce dossier, c'est que Kabila, lorsqu'il était content un peu, il lui arrivait de se confier à moi. Il m'avait confié une fois. Kabila Père, hein? Kabila Père. Que lui nous connaît depuis longtemps, il voulait dire
que lorsqu'il combattait encore au maquis à Hewabora, il avait quelqu'un, je ne sais pas si vous voulez parler de Banyamulenge ou simplement de Tutsi, qui l'avait rejoint dans son maquis, avec lequel ils étaient des grands amis, ils ont combattu ensemble et ils seraient morts à l'une des attaques des Moba. Et que celui-là lui a laissé les enfants, et que ses enfants, il les a adoptés, il les considère comme ses enfants, c'est lui, ce sont ses enfants. Ça, il me l'a confié. Mais dire qu'il s'agit de Joseph, je ne sais pas. Mais je constate quand même que les autres enfants de Kabila font des conférences de presse, écrivent des documents, qu'il n'est pas leur frère. Je ne vois pas pour quel intérêt ils devaient le faire, si vraiment il était leur frère, encore qu'ils l'ont fait quand il était déjà président de la République. Je crois que même s'il ne l'était pas, plutôt, ça devait être, il pouvait essayer de s'approcher, de se rapprocher. Batubaye barate que na parlé de mab n'engez zakwa na Kabila tika ki 3 femmes. Oye baron batubaye bité. Ozomona baye barate katika bana place wana bilo mona kaba Joseph Zoé tout ça. Kabila za na bana bilo moins 25. Ozomona plusieurs appartements là dedans et c'est là que vivait le président avec ses 3 femmes. Il avait 3 femmes. Effectivement. Si. 3 femmes, officiellement, c'était ces femmes avec lesquelles le président est venu de la Tanzanie. Quels sont ces 3 femmes? Et ses enfants. Oui, je donne les noms de chacune de ces 3 femmes dans le livre. C'est la plus jeune, donc, c'est Maman Sifa. Il y a Maman Dorothée, il y a Maman Kessia. Plan nyonso basalaki mpona Congo kote wana bokoki kochange ngelo et puis eza na biloko oyo ezokoconfirme ke aza mwana na muzete parce que aide ata famille Kabila mukete. Mais quand même oyebi Joseph tangazaki pouvoir tangazalo ba recongolais c'est comme on ba biso moto bongisi français na ozona na mwanda moto bongisi yango to commissaire congolais pena 100%. Azo kataka ba kovo azo melaka ba dirabole pour moni nenga za l'esprit abimaka loka musée faza na ba kovo ba nini tout ça là sorte mo ba pété ba massage azo ko mela potopoto pour alongwa na koro akoma bantu maza bantu te. Moi Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, je jure fidélité à la nation. Si quelqu'un peut me contredire, ou Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission, ici au Qatar, Kinshasa, on dit que je suis rwandais, je suis burundais, et je voudrais vraiment naître au Qatar. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Mouyèges et compagnie, les Rondes, les Louba, au fond, on donne à Joseph, ils ne sont pas pleins. Vous pouvez poser la question au président actuel, le surnom de Kabange. Il est venu d'où? Quand il nous a dit qu'il était jumeau, et qu'on lui a dit ici chez nous, c'est Tungo et Kabange, vous êtes qui? Il était Kabange. Vous pouvez vérifier tout ça. Vous pouvez vérifier aussi que les documents de Joseph Kabila signés à l'époque, il n'y avait pas Kabange. Il y avait quoi? Joseph Kabila. Donc je vous dis pourquoi j'ai été nommé. Je vous dis que j'avais une mission ici de créer avec tous les Katangais la paternité de Joseph. Et ça, c'est une mission que j'ai réussi. Il y a des gens qui sont venus nous rejoindre au Congo. Nous les avons acceptés. Qu'on puisse me dire, le président Kabila, quand il est venu de la Tanzanie, il avait un passeport zaïrois à l'époque. Qu'on me montre ce passeport-là. Sa famille aussi. Mais on l'a vu dans Bloomberg il n'y a pas longtemps. Bloomberg a sorti le numéro de passeport tanzanien. Voilà, chers compatriotes, comme une souka émission na biso, merci. Nabino nyosotu oebolanda ki biso. À très bientôt.